Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Plein l'ado et aujourd'hui avec nous pour parler du sujet des mouvements de jeunesse en Israël et plus particulièrement juste après le Shabbat Irgun, ce fameux Shabbat de tous les mouvements de jeunesse où même les écoles prennent en compte ce qui se passe puisqu'on a droit à des jours de congé. Pour pouvoir le faire, nous avons emmené 3 charmantes jeunes filles qui sont avec nous ici. Une du Bnei Akiva, elle s'appelle Aurel et vous allez le voir tout à l'heure. Et 2 jeunes filles, Tzipora et Talia, qui sont là avec nous. Alors, Tzipora et Talia, bonjour. 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 Ça va? Vous êtes du mouvement Ezra. Ça s'est bien passé, le Shabbat Irgun? Tzipora, comment c'était? On n'a pas encore eu en fait. Ah, vous ne l'avez pas eu encore? Non. Mais il y en a qui l'ont eu dans d'autres mouvements, non? Le Bnei Akiva, c'était pas hier ou moi, oui, le Bnei Akiva, c'était de Ezra, pas encore. Ah, vous, c'est super. Donc, on va pouvoir avoir la préparation et elle nous racontera comment c'était. Vous êtes de Jérusalem, de Yerushalayim. Ok, je reviens vers vous tout de suite. On va s'occuper tout de suite de Aurel. Aurel, comment ça va? Très bien. Toi aussi, tu es d'Yerushalayim? Oui. Alors, toi, tu as eu le Shabbat Irgun hier. Oui, c'était hier. D'accord, c'est quoi le grand Shabbat du mouvement? Oui, c'est un Shabbat que le Bnei Akiva il fait dans tout le monde, oui. C'est un Shabbat, en fait, que... Ça t'impressionne le micro? Il te fait un peu peur? Allez, détends, bien, on rigole, on déroule. Que... On passe, tout le monde passe de Chevet. En fait, c'est un... D'accord, c'est le nom du groupe d'âge de... Voilà. Ok. Donc, tout le monde passe un groupe en haut à chaque fois, tous les Shabbats. Et donc, tu es passé hier où? À Roé. À Roé. C'est le dernier nom, le dernier Chevet avant le nouveau nom, qu'on va garder pendant toute la vie. Ok. Parce qu'à chaque fois... on arrive au dernier Chevet et après il y a le nom, c'est un nouveau nom et on le garde en fait pendant toute la vie. Et ensuite vous le gardez toute la vie et que vous oui, vous rencontrez dans 20 ans, voilà. vous direz j'étais à Roé. Et voilà, et c'est comme ça, exact. J'ai compris. Alors on va parler Shabbat Irgun et tout, c'est plus tard. Pour l'instant on a envie de vous connaître un peu et on va faire connaissance avec Talia là-bas. Talia, bonjour. Bonjour. Alors Talia, toi tu es née en Israël, c'est ça? Tu as 15 ans. Et tu es dans quelle classe? C'est pas grave, dis-le en hybride. D'accord, en seconde, on dit. Seconde, ça veut dire c'est Yud, c'est ça en Israël? Waouh, t'es grande déjà. Merci. Talia, alors qu'est-ce que tu fais? Toi, t'es à Ezra, donc le mouvement de jeunesse Ezra? Ouais. C'est quoi la différence entre Bnei Akiva et Ezra, par exemple? En gros, la grande différence, c'est les filles et garçons. Bnei Akiva, c'est un peu plus ensemble. Les Péoulotes, des fois, il y en a ensemble. D'accord. Mais au Ezra, ça se passera jamais. Il y aura jamais des Péoulotes avec des filles et garçons. Ok, d'accord. Donc, et vous êtes Ezra, donc vous avez renoncé aux Péoulotes avec les garçons depuis longtemps, bien parce qu'il n'y avait pas Bnei Akiva dans votre quartier? Non, il y a. Mais... Ah, il y a, d'accord. C'est un choix assumé. Alors, Tzipora, toi, tu habites Jérusalem aussi. Oui. Mais toi, tu as une particularité, c'est que contrairement à Talia, qui, elle, est née ici, toi, tu es arrivée de France il n'y a pas longtemps. Il y a 1 an. Tu venais d'où? De Paris, j'habitais dans le 20e et là, j'habite à Jérusalem. Et tu habites à Jérusalem. Le micro t'impressionne encore un peu? Tu vas te détendre, ça va passer bientôt. Tu regardes David, là-bas, le technicien, quand tu as envie de rigoler, tu vois, ça va te détendre. D'accord. Alors, regarde, viens, raconte-nous un peu ce que tu faisais, d'où tu venais, et comment c'est de faire ça à l'IA. Donc, tu venais de Paris. Oui. Tu étais dans un mouvement de jeunesse là-bas? Quand j'étais plus petite, j'ai fait les EI, mais ça m'a pas du tout plu. Ça t'a pas plu? Tu voulais pas camper dans la campagne, dans le froid, et faire des bancs et des chaises? Non. D'accord, ça t'avait pas particulièrement... Il y a des gens qui adorent et des gens qui... c'est un peu logique. Et donc, il y a 1 an, tes parents décident de faire l'Alia. Ils vous ont parlé un peu avant? Ouais. Vous étiez prêts? Vous étiez d'accord? Ouais, on était prêts, on était d'accord. d'accord. D'opposition? Non, je ne veux pas. Ça a été... Ok. Et combien vous êtes dans la famille? On est 5 enfants. Tu es la plus grande? Ouais. Ah, t'es l'aîné, c'est pour ça. Donc, à partir du moment où toi, t'étais convaincu, tous les autres, ils étaient pour.
Et donc, vous arrivez ici à Jérusalem, c'est pas évident, il faut trouver une nouvelle école, des nouveaux copains, des nouveaux repères, etc. C'est pas évident. Ouais. Et tu décides de participer aux activités du Bnei Akiva. Comment on fait quand on parle pas la langue d'Ezra. Non, mais n'importe quoi, c'est pas grave. Alors, ils sont habitués. Les auditeurs me connaissent. Oui, donc. Donc, moi, je voulais pas du tout au début, et c'est mes parents qui m'ont poussé à y aller. Et aussi, Talia, elle est venue avec moi la première fois. Mais d'où elle sortait dans l'histoire? Elle n'avait pas fait ça, Alia? Elle était où? Vous étiez à l'école ensemble? Comme elle parlait français, j'ai été vers elle, du coup. Donc, voilà. Tu as été vers elle à l'école. Vous êtes tombés dans la même école? Vous êtes où? Dans quelle école? À Chorev. À Chorev. Donc, tu l'as repéré, ou bien c'est les profs qui l'ont repéré, qui l'ont dit va attraper un peu de la jeune Ola Khadasha, Tazri? Non, c'est elle qui est venue chez moi. Elle m'a demandé. Comment elle a vu que tu parlais français? Apparemment, elle l'a vu pendant la Hafsaka. C'est pas toi qui a dit je vais montrer que je parle français. Tu étais bien caché. Hein. Je la connaissais de la choule aussi. Donc, donc elle ne pouvait pas s'échapper. Voilà. Non, pas du tout. D'accord, donc tu vas vers elle et tu lui dis écoute, je suis Ola, parle-moi, quoi, je comprends rien. C'est ça. Et Talia, comment c'était alors? Comment c'est d'accueillir une petite Ola? Tu avais l'habitude? Il y avait déjà eu dans les classes d'avant, des fois? Dans la classe, il y en a, mais ça m'est jamais arrivé à Ezra. Toi, de devoir être un peu le... Ouais, parce qu'il fallait que je l'explique. Il y avait encore quelques filles qui parlent français, mais en gros, c'était moi qui devais lui expliquer. Alors, comment ça se fait que tu parles bien français, toi, comme ça? C'est à la maison, les parents... Je l'ai tout appris. J'ai tout appris, oui, c'est la classe. On arrive chez toi, propose-toi. On parle à la maison en français. Ok. Et comment ça a été de prendre un peu une jeune comme ça par la main et tout? C'est pas embêtant? T'as pas l'impression par rapport à tes copains que tu redeviens un peu française? Non, alors que toi, t'es intégrée. C'est bon, cette Tipora, elle est mignonne comme tout. Ça va. Ah, Besséder, elle était Besséder. Donc tu t'es dit... ça fera pas du mal. Ouais. Tipora, ça t'a bien aidé d'avoir Talia? Ah ouais. Heureusement qu'elle était là. Sinon, ça coulait. Ah ouais, c'est clair. Directement. Comment tu te débrouilles maintenant en hébreu? Ça va, et beaucoup grâce au mouvement, surtout. Ok. Ah, t'es rentré dans le mouvement, tu t'es jeté à l'eau, en fait, t'as dit je comprends rien, mais c'est pas grave, je vais participer. C'est pas dur pour les gens du mouvement d'intégrer quelqu'un qui... C'est dur, il y a besoin de tous pour l'aider, mais c'est possible et on y a réussi. C'est-à-dire, c'est beaucoup de la bonne volonté, Mamash, Nechonut Lazor, une vraie volonté d'aider, d'aider les jeunes. C'est super, super. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça, quoi, de savoir qu'on peut s'intégrer même pas après un an de Alia dans un mouvement, c'est un kiff. Et Aurel, toi-même, tu es venu toi aussi il y a un an? Oui. Tu venais d'où? De Marseille. Et Marseille et Jérusalem, c'est pas du tout la même chose, quoi. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est parce que c'est ma mère, en fait, elle avait habité déjà à Jérusalem. Et elle a dit qu'elle aimait vraiment, vraiment cette ville. Tout ce qu'il y avait dedans. Et elle a dit que, franchement, quand elle habitait là-bas, elle kiffait vraiment. Et comme Jérusalem, pour elle, c'est vraiment quelque chose de spécial. Parce que... ici, il y a le côté, il y a tout ça, c'est une ville... sainte comme ça. Voilà, très, exactement. Et donc, du coup, ça sent très juif. Voilà, ça lui fait quelque chose dans le... Dis-moi, Aurèle, mais c'était pas dur de quitter tous les copains, tous les repères un peu de Marseille? Si, c'était dur. T'étais d'accord, toi, ou t'étais pas très chaude? Moi, en fait, depuis que j'ai compris que, en fait... quand j'ai compris qu'en fait il y avait des fois mes copains ils partaient en Israël pour les vacances et tout, donc moi j'ai toujours rêvé de partir en Israël pour voir comment c'était, même pour les vacances, mais pour voir comment c'était. Et j'ai vraiment toujours rêvé. Et dès que j'ai appris que j'allais habiter en Israël, alors au début c'est vrai que je me suis dit ah non, ça va être dur et tout, avec la langue, et je vais devoir dire au revoir à tout le monde et tout ça. Et alors, au début, j'étais un petit peu stressée. Mais après, quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à m'habituer et j'ai compris que finalement... Il y avait des Françaises là où tu es arrivée?
Dans ton école Oui. Ouais. Il y avait des... Alors, comment ça se passe quand tu arrives ? Il y a des cours d'hébreu à côté de l'école pour essayer de commencer à rattraper un peu le niveau ? Il y a un ulpan qui est dans l'école. C'est pour les Olim, en fait. C'est fait exprès. C'est même pas que pour les Olim de France, pour ceux qui viennent d'Amérique et de tout ça. Et c'est un ulpan pour les Olim. C'est combien d'heures ? Comment ça se passe en général ? Eh ben, c'est... Si vraiment... Moi, je n'avais pas un seul mot d'hébreu, alors j'étais tout le temps en ulpan. Je venais à l'école, mais en fait, je venais en ulpan plutôt. Alors, j'étais toutes les journées en ulpan et après, je repartais. Le temps d'avoir un peu de notion en hébreu pour pouvoir intégrer un peu ta classe. Ça t'est arrivé, toi aussi, Tzipora ? Ah oui. Alors, toi, qu'est-ce que tu as fait ? Toi aussi, tu allais à l'ulpan comme ça J'avais 4 heures d'ulpan par jour et après, j'intégrais certains cours en classe. D'accord. Donc, voilà. Et tu prends pas du retard sur les cours où tu n'étais pas Ah si, ça c'était ça le petit bémol, mais ça alors quoi, t'allais voir Talia après, tu dis au secours. Je comprends plus rien. Ah, Talia, c'est la vieille routière, elle avait déjà fait, elle connaît. Tu étais bonne élève, Talia, quand elle est arrivée ouais, j'essayais pour elle aussi. Parce que Chorev, c'est déjà une école dure. C'est pas l'école la plus facile pour atterrir. T'es une bonne élève en classe, alors. En France, déjà, ouais. Tu devais être bonne élève. Ouais. Tu venais d'où tu m'avais dit, de quelle école en France ? J'étais à Lucien de Hirsch. Lucien de Hirsch. Donc, tu arrives, etc. Et là, tu tombes quand même dans une école qui est réputée à Jérusalem pour être une école qui fait travailler quand même, qui n'est pas une école simple. Et effectivement, pendant que tu apprends l'hébreu, les autres avancent quand même. Tu as l'impression que des fois, tu ne vas pas pouvoir avancer aussi vite. Ouais, un peu, mais c'est ce qui est bien à Chorev, c'est qu'il y a beaucoup d'aide, en fait. Il y a beaucoup d'ulpan, des bâtiroutes qui peuvent aider, les élèves qui donnent des cours et tout ça. Donc, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et j'étais pas seule. Okay. Il y avait plusieurs filles. Et tu as Talia à côté qui assure au cas où tu te casses la figure. Voilà. C'est super sympa, n'empêche. Là, en l'occurrence, ça s'est passé de façon naturelle, mais c'est une vraie idée, ça, d'avoir quelqu'un qui arrive et qui te prend, même si pour elle, c'est pas évident, parce que ça rajoute encore des choses à faire et tout, mais elle était de bonne volonté, Talia, elle est tranquille. J'ai eu affaire, vous savez comment on a organisé cette émission ? J'ai passé une annonce sur Facebook en disant j'ai besoin de filles, des mouvements de jeunesse et tout. Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec ta mère, qui a l'air d'une bonne famille comme ça. Ça m'étonne pas que la fille soit venue aider. On va l'appeler d'ailleurs peut-être tout à l'heure. Elle pouvait pas venir parce qu'elle était au tournoi de taekwondo. Il y en a qui font du taekwondo dans sa famille. Moi, chez moi aussi, ma jeune fille. Donc, on parlera de tout ça dans un moment. Je vais juste revenir un tout petit peu chez Aurel. Et une fois que tu as fait ta alia, et tes copains de Marseille et tout, ils t'appelaient, ils étaient en contact. C'est nous, tu reviens Alors, c'est vrai qu'au début, il me manquait beaucoup. Et maintenant, de moins en moins. Mais t'oses pas leur dire. C'est le moment, regarde-les. Non, en fait, oui, je suis restée en contact avec eux. Je reste en contact avec eux quand même parce qu'ils sont en France et tout. Mais il y en a quelques-uns qui ont fait leur alia aussi. En Israël aussi, un petit peu après moi. Non, il y en a même une avant moi. Donc, en fait, tout le monde commence à venir en Israël. Maintenant, je suis partie. Ah oui, c'est sympa ça. À partir du moment où ils commencent à te rejoindre, au lieu de dire reviens, ils se disent bon, elle est partie, elle a l'air de s'amuser, de bien rigoler. Mais c'est vrai qu'en fait, il me manque toujours, mais il y en a beaucoup qui font leur alliance en ce moment. Et oui, mais t'es bloqué, donc... Non, je suis là pour ça, hein, c'est mon travail. Donc, juste avant qu'on finisse la première partie de Plein l'ado, c'est que dans quelques secondes, je vais vous poser une petite question juste à Talia. Talia, toi qui es née ici, alors t'es complètement israélienne, t'es d'un autre côté à la maison, vu que tu parles bien français, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Il y avait encore une petite ambiance à la française sur certains aspects comme ça ? Quand j'étais plus petite, oui. Ouais. Mais maintenant, comme on est 8 enfants et moi je suis la deuxième... D'accord. On devient de plus en plus israélien. Ça arrive des fois que les parents vous parlent en français, vous répondez en hébreu comme ça ? Ouais, ça arrive. Ouais. Et même dans la même phrase, il y a hébreu et français ensemble. Le franc-breu. Et des fois dans le même mot. Que mes enfants, des fois, ils font passe-moi des fourchettes et des couteaux-im. Quel couteau-im ? Arrêtez un peu. C'est quoi cette ouais, ça arrive. Ah, c'est une catastrophe. Bon, c'est super. On se retrouve tout de suite dans Plein l'ado pour la deuxième partie. À tout de suite. Eh oui,
filles, plein d'ados, toujours avec Aurel, Tsipora et Talia. Aurel qui est du Bnei Akiva, Tsipora et Talia de Ezra. Et là, maintenant, dans cette partie-là, on va rentrer dans les activités. On a vu d'où elles venaient, ces 3 jeunes filles. Comment elles sont arrivées en Israël, qu'est-ce qu'elles ont fait jusqu'à aujourd'hui. Elle n'avait pas besoin d'arriver en Israël puisqu'elle était née ici. Mais pour les autres qui étaient au Lot Hadashot, c'était très intéressant de voir comment elles avaient été intégrées et comment elles étaient rentrées dans les mouvements de jeunesse. Mais maintenant, une fois qu'on y est dans les mouvements de jeunesse israéliens, qu'est-ce qu'on fait là-bas ? Alors, on va parler à la plus expérimentée, Talia, celle qui était déjà là et qui connaît bien toutes ces histoires-là. Talia, t'es rentrée quand, toi, dans le mouvement de jeunesse, Ezra ? En Kita Gimel. Si tu veux lui dire un truc en secret, profite, c'est des missions Non, publiques. je lui ai demandé comment ça se dit en français. Ah, il n'y a aucun problème. Je suis là aussi pour t'aider. Alors, Kita Gimel. Alors, Kita Gimel, c'est CE2. Oui. Ah, très bien. Voilà, on a trouvé. Alors, tu es rentré en CE2. C'était au milieu de l'année, comme ça, il y a un truc, ouais, je me rappelle. Ouais. Vers tout Bishvat, comme ça. Voilà, vers tout Bishvat. Donc, tu attends, quand tu es en Kita Aleph, B, tu dis, je ne peux pas rentrer. Et puis, pitom, à tout Bishvat, c'est la grande rentrée. Ouais. Alors, comment ça se passe, le début, la première fois que tu arrives, tu es encore toute petite et tu rentres dans le grand Nouat Noir avec, comme les autres personnes du Yishuv ou du quartier outier. Comment ça se passe la première fois ? La première fois, on arrive, il y a plein de gens et ils sont tous autour de toi parce que tu es nouveau. Et c'est impressionnant parce qu'il y a tous ensemble et ils font des moralim pour toi et ils te disent bonjour. Et tu regardes, t'es une petite fille, tu regardes des filles qui ont 10 ans plus que toi et t'es choquée. Ça se passe pas comme ça. T'es un peu petite en fait. T'es le groupe le plus petit des... Et il y a que des grands comme ça qui regardent, effectivement, c'est assez impressionnant. Ça, elle n'a pas eu droit à ça, Tsipora, parce qu'elle est arrivée déjà grande, elle était déjà grande. Moi, je comprenais quand même pas ce qui se passait. Ouais, t'as rien compris, quoi. T'es arrivé, ils t'ont dit, t'es allé avec elle la première fois ? Ouais, je me rappelle, il y avait plusieurs copines aussi, on avait été ensemble, je comprenais rien du tout. Donc, t'es arrivé, ils ont dit, première activité, on va faire 6-7, tu ne comprends rien à ce qu'elle veut. Je savais même pas qui était la madricha. Donc, t'as dit, je finis, je me sauve à la fin de la première journée, je leur explique que je reviens dans 2 ans quand je parlerai un peu plus d'ivrit. C'était à peu près ça ouais, c'était ça. L'impression. Toi qui avais fait un peu, les EI, heureusement, tu n'avais pas aimé, parce que le plus dur, c'est pour les gens qui étaient dans un mouvement de jeunesse en France et qui aimaient vraiment leur mouvement, qui étaient attachés. Donc toi, pas de problème. Qu'est-ce que tu t'es dit quand même ? Tu t'es dit que la Alia, quand même, c'est dur. Ouais, je savais que c'était pas simple du tout et c'était dur au début. Surtout à ton âge, tu arrives à 8-9 ans, tu galères un peu, mais tu apprends relativement vite. Je suis arrivée à 13 ans. Ah, c'est ça, c'est un âge où c'est déjà moins évident. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de difficultés, mais je m'en suis sortie, ça va. Tu commences à te débrouiller un peu en hébreu ? Ouais, ça va. Ça va Tu commences à comprendre ce qu'elles racontent, les filles ? Ouais, je comprends. Bon, Talia, tu comprenais, parce qu'elle parle en français. Ouais, ça va. Mais les autres... Talia, toi, le regard un peu de l'extérieur, comment tu la voyais évoluer, même dans le SNIF ? Tu voyais qu'elle progressait, qu'elle commençait à rentrer ? J'ai vu une fille française qui comprend rien. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait là ? C'est une des grandes difficultés. En vrai, les Noirs, les mouvements de jeunesse ici en Israël se sont posés la question au début, comment on va accepter les Olim Khadashim, mais comment on les intègre ? C'est pas évident, parce qu'il y a des chants, il y a des secrets du mouvement, il y a des trucs, il y a des codes, il y a des mots. Il y a par exemple Aurel qui est arrivé et qui a derrière son t-shirt, elle a un truc, Tapoucha, Adama, les pommes de terre, on comprend rien, il rigole, c'est un secret du Shevet. Et toi, tu arrives, tu es olé, tu comprends rien déjà, naturellement. Mais en plus, ils ont codé. C'est-à-dire, même si tu comprenais, tu comprendrais pas un tas de trucs, ils rigolent. Il faut dire que les Israéliens parlent beaucoup aussi en rachet et vote, c'est-à-dire qu'ils sont les débuts de chaque mot et qui collent. J'ai un pas de cadre, j'ai un pas... Ils rigolent. Quand ils vont à l'armée, c'est encore pire. Et tu ne comprends rien, quoi, quand tu es olé Khadash. Aurel, comment tu as fait, toi ? T'as pas eu l'impression de tomber dans un autre pays, sur une autre planète, quoi, un peu ? En fait, c'est vrai en fait qu'au début, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Parce que c'est très différent aussi, parce que ici, on est beaucoup. Alors toi, tu avais été au mouvement de jeunesse en France, tu étais au Bnei Akiva aussi. Ah ok, mais donc a priori, ça aurait dû... En France, en tout, on est 60, un truc comme ça, et ici, en tout, on est 700.
Ah ouais, d'accord. 700, oui, c'est très, très... Donc déjà que tu étais petite, qui parle pas, qui truc, en plus tu te retrouves avec 700 personnes, des grands... C'est énorme, et au début, quand je suis arrivée... tout le monde est venu, ils ont essayé de me parler, moi je comprenais pas, quelqu'un essayait de me traduire mais il savait pas, donc c'était... J'ai compris. Talia, comment t'as aidé, toi, à intégrer? Tu as dit fais comme nous, si je tape des mains, tu tapes des mains, si je rigole, tu rigoles, sinon je vais me faire repérer, je vais être le boulet derrière qui comprend rien, et derrière. Comment tu fais pour continuer à être naturel avec tes copines et tout, et avoir la Ola Khadija qui est derrière... qu'il faut intégrer. Alors, de temps en temps, c'est moi qui parle. Alors, quand c'est pas moi qui parle, j'écoute et je lui traduis. Enfin, j'essaye. Il y a des mots qu'elle connaissait déjà, mais sinon, je lui traduisais. D'accord. Donc, si je me souviens bien, au début, elle était venue vers toi, tu avais dit, tu peux m'aider et tout, je comprends rien. Et donc, au début, tu aides parce que c'est une fille qui est un peu perdue et qui comprend pas. Vous êtes devenues copines après? Comment ça s'est passé? On est proches. Ouais, c'est sympa ça. C'est un truc qui c'est pas évident. C'est pas parce que tu as aidé qu'obligatoirement on va devenir proche et copine sur des confidences. Parce que Bessachakol, même si on est d'une famille française, la mentalité elle est quand même très différente. On voit d'ailleurs les Israéliens, même chez les grands, ont du mal à devenir copains vraiment avec des Français. Il y a trop de différences. Comment c'est possible chez les jeunes? Donne-nous le secret, peut-être on va le trouver après pour toute la... Parce que t'as pas trop des stigmates sur elle. Tu la vois la première fois, tu te dis, ok, je vais lui parler, je vais voir qui c'est, d'où elle vient. Les stigmates, c'est tous les trucs. Si les Français sont comme ci, ils sont comme ça, c'est des clichés. Ils sont lents, ils sont un truc, ils mangent des escargots. Tous les trucs, ils adorent ce truc-là. Ils oublient complètement que tu es juif ou religieux, c'est pas grave. Alors tu manges l'escargot, tu demandes de quoi il parle le type, mais c'est pas grave. Alors effectivement, chez les jeunes, il y a moins ça parce que chez les vieux, oh là là. Il y en a, mais pas seulement il y en a, mais pas trop sur les Français. Ouais, il y en a. Mais l'Israélien, il aime bien imiter le français, par contre. Ça c'est oui. Bien ici, je t'aime beaucoup. Avec l'accent israélien. Non, mais c'est marrant. C'est drôle. Ouais. Moi, après 20 ans, je crois, dans le pays, j'étais à l'armée, il y a un type, et la France avait gagné la Coupe du Monde. Il est venu un Israélien, il me dit « Kol hakavod ». Je comprenais même pas qu'est-ce qu'il voulait. Il dit « Bravo, vous êtes champion ». La vérité, à l'époque, je m'occupais énormément de l'équipe d'Israël, ça m'intéressait beaucoup plus que l'équipe de France. Mais j'ai dit, bon, quand est-ce qu'on va être champion du monde chez nous ici? Il vaut mieux que je dise oui, je suis content. Je dis oui, on est champion. Allez, ça je prends, je suis d'accord. Pour une fois, je suis d'accord d'être français. Toi, il y avait des stigmates, il y a des Israéliens qui ont essayé de t'imiter. Ah, Tsarfatia, boy. Ah oui, alors par contre, ils utilisent beaucoup ce... Genre que je suis française comme prétexte, genre que je peux faire ça ou que je peux pas faire ça. Ou par exemple... quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu peux pas faire parce que t'es française? Mais je sais pas, par exemple... les Français, ils peuvent pas comprendre, ou genre ce qu'on fait ça en Israël, ou par exemple, je sais pas, en général, ils pensent que les Français, ils sont un peu snobs comme ça. Mais... Ah oui, ça c'est une stigma khazaka, ça. Oui, c'est un cliché. Snobim. Ouais, mais il faut apprendre à connaître les gens avant de parler. Enfin, c'est pas... Non, mais eux, ils parlent avant. Voilà. Ils n'ont pas un truc, c'est Atem Funakim, nous on va dans la boue. Non. Toute la journée, à chaque fois que je dis à quelqu'un que je suis française ou qu'ils comprennent que je suis française, ils disent tous baguette ou un truc comme ça. C'est ça. Ah oui, non, baguette, ça, baguette et croissant. Voilà, croissant. À toi, il croissant. Bon, on arrive à quand même avoir des copains israéliens et tout, malgré ces stigmates et ces trucs. Hein. Oui, ils se moquent beaucoup, mais c'est pour rigoler. Mais voilà. C'est une façon aussi d'intégrer un peu de savoir, parce que c'est pas évident pour les Israéliens de savoir. On dit en hébreu comment avaler ça, des olim qui arrivent et finalement. Alors quand tu commences un peu à parler hébreu et tout, c'est plus facile. D'un autre côté, ils ont l'impression qu'au niveau de la mentalité, t'es très loin. Ouais, c'est pas la même chose, c'est sûr. Alors, comment tu fais pour t'adapter et en même temps, quand tu rentres à la maison, c'est encore bien français, des fois Oui, on parle français à la maison. Ouais, mais on a aussi des habitudes de français un peu. Comment on fait pour vivre un peu dans les deux mondes? Essayer de s'habituer aux choses israéliennes
et en même temps rester assez français pour faire plaisir à Safta qui va venir. C'est sûr que ce serait compliqué, mais c'est pas du tout la même chose en fait entre France et Israël, parce que déjà par rapport à qu'en Israël, les jeunes de notre âge, ils sont vraiment genre libres. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller où ils veulent, quand ils veulent. En France, on est bien serré. Hein. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, l'éducation israélienne, c'est que il suffit qu'ils envoient un petit message: maman, je vais manger quelque part, et en hébreu, et ils partent où ils veulent, ils restent toute la journée dehors, après ils reviennent le soir et tout machin. Et alors qu'en France, moi, même pas en rêve que j'allais acheter du lait au supermarché, quoi, toute seule. Et donc, alors là, je peux être. C'est un des trucs qui fait Tzipora, que des fois les Israéliens ils vont dire bon, Azov, quoi, c'est pas tellement pour les Français, parce qu'ils ont l'impression que ça va être trop compliqué. Ouais, mais parce que c'est tout nouveau ici, il faut s'habituer, il faut s'adapter et tout, mais vraiment, moi aussi, je sentais qu'en France, je suis jamais sortie de ma vie, en vrai. Enfin, je sortais avec mes parents, vite fait, comme ça, mais ici, je rentre très tard le soir et tout ça, même moi, j'étais choquée. C'était qu'à cause des histoires de sécurité qu'on avait peur un peu pour toi dehors, ou il y avait aussi une histoire que les parents, ils veulent montrer en France que c'est eux qui mènent la barque et qui disent... Quand ils décident de, bon, tu rentres, mais jusqu'à 10h, jusqu'à 10h30. Oui, c'est vrai. Je pense que c'était un problème de sécurité aussi, surtout. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu une mentalité. Il faut qu'on tienne bien l'enfant et bien les rênes, sinon il part n'importe où, il part un peu en cacahuète. C'est possible aussi. On a l'impression que, ce qui peut être la vérité un peu des fois, mais d'un autre côté, en Israël, moi, de mon expérience d'éducateur, l'enfant, il est beaucoup plus central. Pas au niveau central, au niveau de sa importance. C'est-à-dire, c'est lui un peu le centre de la famille, les gens, ils tournent un peu autour. En France, les parents sont le centre, et puis les enfants vont s'adapter à ce que les parents veulent. Par exemple, j'ai vu dans les histoires de Alia, des fois que des parents décidaient de la Alia, ils n'avaient pas demandé aux enfants s'ils étaient d'accord ou pas. C'est tout, t'es mon enfant, tu me suis. En Israël, ça ne pourrait pas exister, ça. Il y aurait un vote d'abord, et si les enfants... Moi, j'ai voulu changer, j'habite un petit Yishuv, j'ai voulu changer de Yishuv. Les enfants, ils ont dit non, on a dû attendre 10 ans. C'était clair que non. D'avoir casé. Comment tu sens, toi, Talia, toutes ces histoires de différence de mentalité chez le Français, etc. Parce que les Israéliens qui sont là depuis longtemps, comme tes parents, ils ont commencé à apprendre et à comprendre qu'il faut l'isrom un peu, il faut lâcher un peu. Tu le sens chez les enfants de Français qu'il faut demander plus à leurs parents et quand il y a quelque chose? Mes parents, ils se sont pas assez lâchés parce que ça arrive aussi chez nous. Ils arrivent jamais à se lâcher complètement. Hein. Elle est venue déjà dormir chez toi? Non, pas encore. Elle attend le Ishour. Ishour Betaken. L'autorisation arrivera bientôt. Je fais un appel d'ailleurs à la mère. À la mère de Tzipora, il faut la laisser un peu. Bon, d'un autre côté, peut-être elle n'a pas invité. Hein, c'est possible. C'est possible. C'est ça. C'est possible aussi. Toi, t'es déjà allé dormir chez des copines? Oui. Oui, il a fait. Dis-moi un truc. Pourquoi, je vais poser à Talia, tiens, parce que tu sais qu'en France, il y a des machanotes, etc. Kaït, ils parlent l'enfant pour 2 semaines, 3 semaines, des fois. En Israël, on va au grand machané, il y a 3 nuits dehors. Pourquoi l'Israélien ne lâche pas? On dit qu'il est aux orem, lâche ton enfant plus longtemps. Pourquoi il n'y a pas des machanotes de 2 semaines ou de 3? J'imagine que c'est parce que le Ezra et le Bnei Akiva, ils veulent pas prendre trop la achrayut sur les enfants pendant trop longtemps. Pas être responsable trop longtemps, c'est déjà beaucoup, c'est déjà compliqué. Et je pense aussi parce que ici, les madrichim, ils sont beaucoup plus jeunes qu'en France. Oui, Par exemple, moi j'étais aux EI, les madrichim, ils avaient déjà passé le bac, ils étaient adultes. Ici, on est c'est exactement on est madrichot maintenant. Et ils ont vous êtes déjà madrichot, quoi, même toi? Oui. La Ola Hadasha, là, ils t'ont permis de grimper, là, c'est bien ça. Et c'est sympa tout ça, mais on a l'impression un peu quand même que les Français, en tout cas, ont du mal à s'habituer à ça. Ceux qui avaient l'habitude d'envoyer leurs enfants en colo 3 semaines, ils disaient le mois de juillet, tranquille, ils s'en vont. Et là, ils arrivent, ils n'ont pas d'option toujours.
Qu'est-ce qui rend alors, dans ce contexte-là, les activités moi, j'avais ma fille à Ezra, aujourd'hui elle est au Bnei Akiva parce qu'on a changé des yishuv, il y avait. Mais qu'est-ce qui rend l'activité du mouvement de jeunesse tellement centrale dans la vie de l'enfant? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même super important une fois que c'est très important. Et surtout, moi je pense en tant qu'Olim, c'est vraiment important d'intégrer parce que ça apprend sur la culture israélienne et comment se comporter avec les Israéliens. Un conseil pour tous les Olim, inscrivez vos enfants dans les mouvements de jeunesse, même si c'est pas facile. Oui, c'est vraiment pas facile au début parce qu'on ne comprend rien, on sait pas, on connaît pas, mais c'est nouveau, c'est normal, mais il faut s'adapter, mais c'est très important. Oui. Ok. Juste avant d'arriver chez Aurel là-bas, Talia, quelles sont les activités du mouvement de jeunesse qui sont très, très particulières? Les grands rendez-vous de l'année qu'on attend comme ça? C'est pas de l'année, c'est quand tu es grand, alors il y a énormément de choses. Par exemple, il y a le Massagarin, que pendant l'Akba Omer, on va pendant 2 nuits et la journée qui est entre eux. Et on fait un tioul avec tout le Ezra de tous les sniffim on va faire la liste. On va faire la liste bien des gros trucs qu'on attend, etc. On finit juste cette partie de plein d'eau et on reprend tout de suite. Je suis avec vous, d'accord? Et avec Aurel. C'est parti, plein l'ado, 3e partie, et toujours avec nous, Aurel, Tzipora et Talia, les 3 jeunes des mouvements de jeunesse, du mouvement de jeunesse de Ezra pour les 2 jeunes filles à ma gauche, et pour elle, le Bnei Akiva. Et pour donner un peu de volume et de couleur à notre émission, nous allons parler avec une maman, la maman de Talia, qui s'appelle Batia. Batia, bonjour. Bonjour. Salut Batia. Ici, tout le monde se tutoie. Hein. Plein d'ado, c'est une émission, c'est une émission très jeune, très tranquille. Et on voulait savoir un peu. Alors Talia, ce qui nous intéressait un peu, c'est de savoir. Pas Talia, Batia. Talia, c'est la fille. On voulait savoir quand Talia, ta fille, est rentrée à la maison et elle dit il y a une nouvelle Ola Hadasha, elle s'appelle Tzipora. Je l'ai prise un peu sous mon aile. Ça s'appelle pas Tzipora, parce que je finirai. Je suis en train de rigoler, il dit n'importe quoi, le gâteux. Comment tu as réagi? Comment tu vois, ta fille est née en Israël, etc. Mais comment toi, qui a été française, une famille française, tout, est-ce que c'est agréable de voir sa fille qui est celle qui va prendre un peu sous son aile une Ola Hadasha et qui va l'aider un peu? Ouais, moi je pense que c'est hyper important. D'abord, ça marche comme ça. De la même manière où quand nous, mon mari et moi, on est arrivés séparément et tout, on a été aidés par d'autres qui étaient déjà là, où on s'est fait un petit peu une communauté autour de nous. Je pense que c'est très important d'aider ceux qui arrivent. Et s'ils le font jeunes comme ça, je trouve que c'est super. C'est vraiment, ça leur donne des bonnes bases et ça leur apprend. Et l'entraide, c'est primordial ici dans le pays. Tiens, c'est super ce que tu nous dis là, mais viens, on pousse un peu plus loin. Aujourd'hui, dans les principes éducatifs que tu enseignes, je vois que tu as une grande famille, Kol Hakavod. Dans les principes éducatifs que vous enseignez et tout, c'est un truc central chez vous, c'est cette histoire de... Allez, nous, on s'y connaît en Olim Hadashim. Il y a des Israéliens, nous, on a connu de l'intérieur. Allez, c'est important pour nous que vous soyez... tout à fait. C'est une des valeurs où les enfants, ils en entendent parler et quand on entend qu'il y a quelqu'un qui a besoin, on va l'aider. Mon mari, il est très impliqué dans plein de systèmes d'aide, que ce soit au Olim, que ce soit dans le système éducatif en Israël. Dès qu'on en entend parler, dès qu'on voit, dès qu'on sait, c'est sûr qu'on le fait. Et puis bon, ici en Israël, il y a plein d'écoles qui sont apparentées, on peut presque dire, avec des mouvements de jeunesse. Donc il y a des enfants qui en fait tombent entre 2 chaises quand ils vont pas de l'école au mouvement de jeunesse, ils ont pas assez de liens chevratim avec les autres jeunes de leur âge, etc. Donc au contraire, moi je dis même aux enfants, quand il y a un jeune qui vient, invitez-le aussi à venir dans les mouvements de jeunesse avec vous s'il n'a pas ce réflexe tout de suite, parce que c'est pas comme en France. Super. Tiens, dis-moi, on a l'impression en Israël en tout cas que le mouvement de jeunesse c'est fou quoi. Effectivement, comme tu disais, il est lié aux écoles, mais on a l'impression que tout s'arrête quoi. Quand il y a le Shabbat Irgun, le grand Shabbat du mouvement, alors tout s'arrête. Il y a plus cours le vendredi, puis il y a plus cours le dimanche pour qu'ils puissent se reposer.
Et puis le Shabbat, on a l'impression que tous les parents, l'école, etc., tout le monde est sous les drapeaux, appelé sous les drapeaux pour essayer de se mobiliser pour que ça soit une vraie réussite. Parce que raconte un peu aux gens qui nous regardent, même de France, comment ça se passe. Ouais, alors, en fait, ici, c'est vraiment quelque part le pays de l'enfant. Et là où on peut lui donner des valeurs, c'est super. Maintenant, le système scolaire est tout doucement en train de bouger, et tout doucement en train aussi de responsabiliser les enfants. Mais ça va plus doucement que les systèmes que le système parascolaire, donc les mouvements de jeunesse. Et les mouvements de jeunesse, c'est vraiment la responsabilisation de l'enfant et l'éducation de l'enfant par l'enfant quelque part, parce que les animateurs, c'est aussi des petits jeunes. Ils ont pas encore 16 ans qu'ils sont déjà animateurs avec des responsabilités. Des petits jeunes, mais moi j'en ai 2 là devant moi. Ils ont l'air quand même d'avoir bien les pieds sur terre et de savoir ce qu'elles veulent. Elles ont les pieds sur terre, c'est vrai, mais c'est des petites jeunes. Elles n'ont pas encore 16 ans les deux. Ouais. Donc c'est hyper jeune, mais justement c'est le travail du mouvement de jeunesse, de les responsabiliser et donc de leur faire voir le fait d'arriver en animation et d'avoir des responsabilités sur les épaules et de prendre en charge les petits et d'avoir conscience que chacun des enfants qui arriveront dans leur groupe, il sera important à leurs yeux. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui nous revient pas, on va dire ça comme ça, que il faudra le mettre de côté et ne pas le prendre en compte. Ça, on n'a pas le choix. Et donc, c'est effectivement, c'est que quand on est plus ou moins mature d'esprit qu'on peut arriver à comprendre tout ça. Batia, merci d'avoir été avec nous et d'avoir participé à notre émission Plein d'Ados. On te réinvitera pour d'autres sujets. Parce que d'abord, avec grand plaisir. Parce que tu parles très bien et puisque avec une mentalité comme ça de la famille, on va vous revoir très souvent. Merci, à très bientôt. Ça a été la compétition de taekwondo, ça a été pour... Ouais, super. On a eu 2 médailles de bronze. Eh ben voilà, 2 médailles. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci de même. Bye bye. Salut. Donc, maintenant, on est avec vous, les filles. Et là, on va rentrer jusqu'à la fin de l'émission, de la 3e partie jusqu'à la fin de la 4e. On fait une plongée dans le mouvement de jeunesse, dans les activités. J'avais donné la parole tout à l'heure à Talia, mais je vais lui reprendre parce que la famille a beaucoup parlé. On va juste parler d'abord avec Aurel. Quelle est la première activité à laquelle tu as participé quand tu es arrivé, toi, ici ? Quand je suis arrivée au Bnei Akiva. Ouais, quand tu es arrivé au Bnei Akiva en Israël et que tu as vu tous ces gens-là, plein de monde. Tu te souviens un peu ? Je vais essayer de me rappeler. Essaye de te rappeler pendant ça, je saute là-bas avec Talia et on revient vers toi tout de suite. Essaye de te souvenir de la première activité que tu as vue et comment tu as été impressionné. Talia, tu avais commencé à nous faire la liste. Allez, viens, on rentre dedans. Des grosses activités du mouvement. Ouais, alors, il y a le Massagarin. Comme j'ai commencé à dire, c'est le Lag Baomer. Ok. Et on change de nom, et c'est le nom qu'on a pendant toute la vie. Ah, d'accord. Alors, c'est pareil que ce qu'elle nous avait raconté Terra. Vous allez avoir le nom définitif du groupe d'âge, comme ça, de l'année. D'accord. C'est Shilat. Le Massagarine, à partir du moment où vous faites ce massage, c'est-à-dire, c'est quoi ? C'est une espèce de grand tioul, un truc comme ça ? C'est un tioul, et c'est avec tout le Ezra de tout Israël. Ok. Et même des gens que tu n'avais aucune idée qui sont dans Il y a combien de Ezra. personnes dans ce truc-là ? Ah, il y a beaucoup de monde. Imagine-toi que chaque sniff, c'est à peu près 20 personnes. Ah ouais, d'accord. J'étais allé chercher ma fille dans un truc comme ça d'Ezra. Je croyais que c'était un Mahane Pliti, mais il y avait des avec du linge qui séchait en plein jour comme ça. Je me rappelle, un truc assez énorme comme ça. Alors, ok, là-bas, vous allez aller, vous aurez le nom définitif. Ça y est, on a fait déjà. Ça y est, vous l'avez fait ? Oui, c'est bon, comment il s'appelle le groupe ? Shilat. Shilat. Alors maintenant, ensuite, en dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça, c'est le gros truc. Vous rentrez, vous n'avez pas dormi. C'est un des gros trucs, c'est pas le seul. Vous n'êtes pas lavé pratiquement, vous rentrez, les habits tiennent debout, même quand vous n'êtes pas. Ouais, je connais un peu. Je pense que c'est le gros truc qu'on attend en fait. Enfin, okay. Là, il y a le séminarium. Et séminarium aussi. Et c'est quoi le jeu ? C'est d'attendre les autres aussi, de toutes les autres villes, pour savoir quand on va les attaquer la nuit. Il y a des trucs comme ça. Ouais, alors c'est ce qu'on a fait au Massagarin. Et au Massagarin, il y a les Hamgaziot avec le gaz. Et il y en a une qui s'est explosée quand il y avait le feu. Et tout le monde rigole quand il y a le feu. Non, le feu, il était allumé. Et il y en a une que la moitié de ses cheveux, ils se sont brûlés. Bravo. Belle réussite pour le bazar. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Toi qui étais nouvelle, ça t'a semblé un truc surréaliste ?
j'ai pas les mots. Que t'as fini, t'avais plus de voix ou tu rentrais. On était très très fatigués parce qu'on a aussi fait un tioul la nuit. En fait, j'étais vraiment chaud. Je me rappelle d'un fils à moi, il s'était endormi dans le bain. Il est rentré, il s'est pris un bain. Il sortait plus. Il a trouvé l'eau était noire comme ça. Il y avait un truc qui dormait comme ça dedans. Oui, effectivement, ça me rappelle des choses. Ouais. Donc ça, c'est la grosse activité de l'année, ça. Le Massa, tout le monde se prépare. De l'année, oui. Et l'année d'après, il y a le séminarium. Enfin, quelques mois après. Le séminarium, pendant les vacances. Ouais. Séminarium, c'est pour devenir madrir. Oui, t'apprends comment être madrir. Et c'est pendant une semaine. Il y a un Shabbat dedans. Il y a des ridotes que t'apprends. C'est des sortes de cours comme ça. D'accord. T'apprends un peu plus comment être madrir et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Donc il y a de la théorie, tu apprends comment être madrir et tout. Il y a de la pratique aussi, tu fais des choses. On devait faire une POLA. Ouais. On l'a fait ensemble d'ailleurs. Aurèle, t'es avec moi, je reviens vers toi tout de suite. T'as trouvé quelque chose? Oui. Alors toi, par exemple, quelle est l'activité que tu as vue? Elles sont en formation, déjà elles sont devenues madrichot, etc. Mais toi, t'es encore Khanicha, t'es encore une jeune... pour un an. Pour encore un an. Donc, la première fois que tu es rentrée, la première activité mashmaouti importante que tu as vue? C'était en fait du volontariat. On a fait beaucoup de volontariat. Ok. Dans quoi, par exemple? Dans des... pour les enfants les familles qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas d'argent pour acheter... Et donc, qu'est-ce que vous faisiez pour eux? Donc on avait des il y a des fois on avait des genres de carnets avec écrit par exemple 5 shekels. On demandait aux gens 5 shekels et on donnait après aux gens, vous leur donnez un reçu comme ça et avec tout cet argent vous faites quoi? Et après à tout cet argent on donne à ceux aux familles qui ont besoin de manger, qui ont besoin ils ont pas assez d'argent pour rien l'acheter, tout ça. Donc pour comment ils aient quelque chose à manger. Alors on voit souvent des jeunes comme ça de Ezra ou du Bnei Akiva qui vont au centre-ville avec des guitares, des trucs. Oui, mais c'est vrai. On ramasse. Parce que c'est vrai. Donnez-nous l'argent. Au Bnei Akiva, en fait, leur sorte qui veulent passer en fait un message. C'est qu'il faut vraiment voir les autres comme si c'était toi. C'est-à-dire que... C'est le message de Rabbi Akiva. Ve'afta l'iracha kamocha. T'aimes l'autre comme si qu'il était toi-même. C'est ça, voilà, il faut vraiment... même parce que l'autre, il n'est pas... vous n'êtes pas pareil. Comme vous n'êtes pas pareil, alors vous devez... Il faut être dans l'autre personne. C'est-à-dire qu'il faut penser comme si j'étais lui, par exemple, alors quand je me sens tirée, tout ça. Il faut vraiment être toujours ensemble et donner et aider, tout ça. Alors, c'est pour ça que on fait beaucoup de volontariat. Et par exemple, je me rappelle plus, c'était... Il y avait une fois, on est allé donner aux gens des... Ah oui, c'est ça. C'était pour dire merci aux chauffeurs de bus, par exemple, que eux, ils sont dans des bus toute la journée et qu'ils amènent des gens où les gens ils veulent et tout ça. Alors, on est monté dans les bus et on a donné des fleurs et on est redescendu à chaque fois. En fait, à chaque fois qu'il y a des gens qui ont fait un travail, par exemple, les personnes de la sécurité du canyon, par exemple, on donne des fleurs, on dit merci beaucoup et tout ça, on dit merci beaucoup aux gens pour les remercier de tout ce qu'ils font pour nous. Sephora, vous avez fait du volontariat vous aussi? Oui, alors il y a aussi, comme ils ont fait, il y a Sharentov et aussi il y a un groupe d'enfants handicapés aussi. À Razim. Voilà. Ouais, et donc vous avez fait quoi pour eux? Vous avez ramassé de l'argent? Ouais. Parce qu'ils ont besoin d'une assa ou d'un taxi qui les amène au SNIF. Alors on va, on demande aux gens... On récolte de l'argent. C'est important le volontariat, ça apprend à grandir un peu. On a l'impression d'être plus responsable de sa société un peu. Pas qu'à grandir, ça aide aussi à voir ce qui se passe autour de toi. D'accord, a été les machikore misaviv en écoute de la Zviva. On va bientôt arrêter la troisième partie pour passer vraiment, on va passer un peu à vous, on va savoir ce que vous faites encore dans le mouvement, mais surtout qu'est-ce que vous voulez faire plus tard et tout. C'est la quatrième partie
de plein l'ado. Mais pour l'instant, je suis assez impressionné, je dois reconnaître, de voir des jeunes filles comme ça, 15 ans, en train de se débrouiller, d'être madrichot, de vouloir donner. Ça fait grandir le mouvement de jeunesse, c'est bien. On se retrouve tout de suite dans la dernière et 4e partie qui est passée très vite de plein l'ado avec vous. À tout de suite. Dernière partie de plein l'ado avec Aurel, Tsipora et Talia qui sont avec nous pour nous parler des mouvements de jeunesse. On a eu même la mère de Talia qui nous a parlé ici, qui nous a raconté ce que le mouvement de jeunesse rapporte aux enfants et ce que les enfants apportent aux autres, les uns les autres. C'est super tout ça. Et maintenant, on va se concentrer un peu sur une activité qui est une activité phare du mouvement de jeunesse, le Chodesh Irgun. Alors moi, je me souviens quand on avait fait notre alia, on a eu des enfants et tout, et quand ils nous ont dit « Il y a Chodesh Irgun », je comprenais rien du tout. Qu'est-ce qu'il fallait les argainer, qu'est-ce qu'il fallait organiser. Chodesh Irgun, je ne comprenais rien. Puis je me suis rendu compte que non seulement tout le monde comprenait tout dans le pays, que tout le monde était au courant, et tout le monde « Ah oui, Chodesh Irgun, bien entendu ». Alors, qu'est-ce que c'est le Chodesh Irgun, Talia, toi qui es expérimentée? Alors, le Chodesh Irgun, chaque année, on fait des spectacles et des danses. Et on réorganise le sniff aussi. On repeint les murs. On peint les murs. Laïla Laval. Ouais, on a Attends, des nuits sans venez, on va dormir. dans l'ordre. Alors, on va dans l'ordre. Alors d'abord, on fait un spectacle. Il y a une soirée qui est la soirée du Chodesh Irgun, qui est un grand spectacle en fait. Ouais, alors chaque groupe, avec leur madrichot, ça dépend s'ils ont l'âge pour monter avec les madrichot. Mais sinon, chaque groupe, elles montent et elles font une danse. Les filles, les garçons, les garçons qui sont les plus grands, ils font une ataga, un spectacle. Chaque année, c'est un autre spectacle. Par exemple, l'année dernière, c'était Casablanca. Ah oui, carrément, c'est du haut niveau, quoi. Ouais, on l'a aussi fait. Nous aussi, on a fait un spectacle, ouais. C'était au début de l'année. Attends, alors toi, tu étais au La Khadasha, t'es rentré... Au moment de Chodesh Irgun. Ah, t'es juste rentré dans Chodesh Irgun. Ouais. T'as eu le temps de faire partie un peu de quelque chose ou juste t'as fait des décors Une semaine après que je suis rentrée au SNIF, alors on a commencé Chodesh Irgun et je comprenais vraiment pas ce qui se passait, j'étais pas du tout habituée. Il fallait venir au SNIF quasiment tous les jours, répéter les danses et tout ça. Il y avait des nuits blanches où on repeint le SNIF et tout ça. Et c'était vraiment génial. On se repeint aussi soi-même. Ouais, entre autres. En général, ça a toujours à un moment donné, il y a quelqu'un qui te peint aussi à toi. Raconte-nous, toi aussi, tu as connu ça, le repeindre de SNIF? Alors, nous, oui, au Chodesh Irgun, on fait... Ils t'ont peint en quelle couleur, toi? Eh ben, en fait, moi, j'ai des peintes en bleu. Comme un schtroumpf? Oui, voilà. Vu alors, on a repeint les murs. En fait, chaque année à Chodesh Irgun, ils refont comme tous les chevettes, comme on a dit, on monte d'un chevet, oui c'est ça. Alors on refait le mur et oui voilà, donc on repeint les murs chaque année. Toi c'était aussi la première activité que tu as vue quand tu es rentré au Bnei Akiva, toi? Oui. Ouais. J'étais arrivée au Chodesh Irgun, oui c'est ça. Et t'as participé au spectacle ou pas du tout la première année? Oui, j'ai participé. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Bah, en fait, j'avais rien compris, mais on m'a expliqué tout ça. On a fait une danse. Bon, c'est pas mélangé, des filles et garçons. Et on a fait une danse tous ensemble. Ouais, c'est bien une danse que t'as pas besoin de parler quand t'es au La Khadasha. Oui, c'est ça. En fait, tous les Shvatim du Bnei Akiva, ils font un spectacle chaque année pour montrer genre qu'ils passent à un autre au niveau plus haut. D'accord. Et voilà. Bon, et toi tu étais dans la danse. Alors, si j'ai bien compris, Talia, tout à l'heure, alors ça, c'est le spectacle. C'est le spectacle du soir. À part ça, il y a un Shabbat où on mange tous ensemble. Comment ça s'organise alors? Alors, exactement, comme on l'a déjà dit, il y a le soir. Style le mec, il n'avait pas compris. Il faut qu'il répète. Oui, redis-moi, je suis un peu dur. Ouais, et il y a le Shabbat. C'est le Shabbat, en fait, les grands, ils ont un repas ensemble
enfin le Tevet, les Madrichim, ils ont un repas ensemble. Et après, il y a une petite activité. Et ça, c'est pas que les Tevet. Enfin, si c'est à partir d'un certain âge ou... Oui, c'est à partir de Kita Yud. Voilà. Et même celui qui n'est pas Madrich, à ce snif, il peut venir. Il y a des anciens Madrichim, ceux qui ont quitté déjà, qui viennent aussi, les Vatikim un peu. Mais en fait, ils viennent voir. Comment il s'appelle, le Bogrim, c'est ça? Oui, les Bogrim. Alors, c'est ce qui se passe le soir. Et le matin, il y a une fila. Et après, il y a des repas. Il y a encore une activité. Et après le Motzei Shabbat, on fixe un endroit. Et on vient tous là-bas. Et là-bas, on part tous ensemble. On marche. Il y a 2 endroits. Alors, on marche d'un endroit au snif. Et dans le snif, il y a encore des spectacles. Il y a un rikoud avec des vélos, un rikoud avec des toupim. Et il y en a avec des drapeaux d'Israël. Ah oui, la Daglanout. Oui. C'est avec quoi, les rikoud galim comme ça. Oui, c'est ça. C'est très, très joli. C'est ce que c'est ce que je vais faire à la fin de cette année. Ah, toi aussi, tu es dans... parce que je vais passer un nouveau nom l'année prochaine, à la fin de cette année. Ah ouais, donc avant le nouveau nom, on fait un rikoud galim pour bien montrer avec les drapeaux, etc. Mais ça s'appelle pas un rikoud galim, ça s'appelle des Daglanout. Oui, Daglanout. Ah, pam, d'accord. Je sais pas pourquoi ils appelaient ça rikoud galim. Rikoud galim, c'est Yom Yerushalayim. Ah, ok, c'est Yom Yerushalayim, Nachon. Il faut pas confondre. Non, il faut savoir qu'il y en a une qui a une sœur dans le studio derrière, cachée derrière les caméras, et qui rigole. Et fait comment ils t'ont cassé, etc. Non, mais on te voit. Alors, une fois que j'ai fini par comprendre que Rikoud Galim, c'était à Yom Yerushalayim, et que Daglanout, c'est un autre truc, c'est pour monter de Shirva, etc., de trucs. Par contre, au Yoter, voilà. Maintenant, j'ai bien saisi. On peut continuer l'émission de Tsipora. Toi, tu as fait tous ces trucs-là. Tu comprenais quelque chose? Au début, je venais pas trop, en fait, parce que j'avais peur. T'avais peur? Non, j'avais peur de pas comprendre, d'être complètement dans... Oui, voilà. Finalement, ouais. Mais ils m'ont appris les rikoudim et tout ça, et c'était vraiment sympa. Et quoi, quand tu rentrais chez toi, ta mère dit allez, vas-y, c'est pas grave, même tu comprends rien, mais au moins tu t'adaptes. Tu as dit non, ça y est, j'en ai marre de passer pour la débile. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. T'as des frères et sœurs qui sont aussi, qui commencent à rentrer un peu? Ouais. Alors, je suis rentrée en même temps que mon frère qui a 12 ans. Enfin, l'année dernière, il avait 11 ans. Et ma sœur qui a 10 ans maintenant. Okay. Et, donc, aussi, au début, c'était dur et tout ça, mais ils sont plus petits. D'accord. Moi, je vais revenir un tout petit peu à Aurel et à te dire maintenant. C'est quoi la Laïla Lavan? Pourquoi ça plaît tellement, ce truc-là là? Tu vois, les enfants avec les yeux qui brillent. Enfin, on y va. Ça fait toujours un peu peur pour les parents. Hein, quand tu as des types qui rigolent et tu les vois parler. Exact. En fait, Laïla Lavan. La Laïla Lavan, c'est une nuit blanche, en fait. Et à la nuit blanche, on fait toutes les finitions de peint. On peint les murs aussi. Et on fait toutes les finitions. C'est marrant, je suis passé 10 fois avec ma voiture près des Laïla Lavan, comme ma fille, mes enfants. J'ai jamais vu des types en train de peindre vraiment des murs. Il y avait des types qui se couraient derrière avec les pinceaux. Il y avait des dents, des cris, un feu, un poiké sur le truc. J'ai jamais vu avec... Je sais pas à quel moment... T'es rentré pour voir les murs? Voilà, à la fin, c'était peint. À la fin, oui, c'est bien peint. sûr, on s'amuse le beaucoup. jour où les parents viennent visiter. Mais alors, quand tu y passes... On s'amuse beaucoup. Oui, ça a l'air de bien rire, effectivement. Et... on fait toutes les finitions, on peint les murs et tout ça. Et il y a plusieurs groupes de personnes, parce qu'on est beaucoup dans notre... D'accord. Dans le Chevet, on est beaucoup. Il y a un petit groupe qui ont, par exemple, il y a un groupe qui font qui prépare à manger. Donc cette année, moi j'étais dans le groupe qui préparait à manger. On a préparé une soupe. Vous préparez pour les gens qui sont en train de peindre, etc. Voilà, donc nous on a préparé une soupe cette année. Après on a préparé aussi des gâteaux faits maison. Okay. Il y a des autres groupes qui ont préparé, qui ont vu quel film on va voir. Tout ça, mais finalement on n'a pas pu le voir parce qu'il y a eu un problème. Et il y a plusieurs groupes aussi qui préparent des activités aussi pour qu'on s'ennuie pas. À la nuit blanche et qu'on kiffe vraiment bien et tout. Alors quoi par exemple, c'est pour toi qui es déjà dans la nuit blanche, qu'est-ce qu'il y a comme activité? Je parle des activités préparées, hein, je parle pas des activités pas préparées qui ont l'air d'être les meilleures activités. En général, c'est pareil, on prépare à manger,
on rigole, on peint les murs. Voilà. C'est ça, ouais. Ils ont la version. tu sens que c'est comme au commissariat quand les 3 bandits ils ont fait la même guirsa, la même histoire à raconter. On peint les murs, c'est ça. Ouais. Allez, racontez la vérité, Talia. Raconte-nous vraiment qu'est-ce qui se passe dans. Alors le but à la fin de la nuit, c'est d'avoir pas dormi. Ouais, voilà. C'est de revenir fatigué. Ouais, c'est de revenir avec les yeux comme ça. À 9h du matin. Voilà. Bonjour maman, ça va? Voilà, et surtout de ne rien faire le lendemain le moins possible. Chaque fois qu'on te demande quelque chose à la maison, t'expliques non, j'ai sommeil, je dois dormir. Je peux pas, j'ai eu la nuit blanche. C'est sympa ça. Bon, et donc toute cette ambiance que ça fait aux jeunes qui sont dans le mouvement et tout ça vous rapproche. Oui, franchement. Il y a des groupes comme ça, il y a des gens qui s'entendent mieux et puis des gens qui nous saoulent des fois. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont insupportables, qui sont dans le mouvement comme ça, qui tournent un peu? Tu les regardes pas, tu leur parles pas. Ah, il y a une technique, je savais. En fait, il y a des groupes de super copains et des fois il y a. Oui, mais il faut. En fait, sur la théorie, il faut les intégrer, les approcher, mais en pratique, ils te courent derrière pendant toute la nuit blanche. Justement, en fait, la nuit blanche, en fait, tout le monde essaie de rester ensemble. Ah, oui. Et on essaye d'être, parce que comme on va passer d'un chabet, on essaye plus d'être. Mais Loukadim, d'être ensemble. D'être ensemble, voilà, d'être chacun. Amis avec tout le monde et tout ça, et c'est vraiment juste pour la nuit blanche. Non, oui aussi, mais quand même pour que comme ça l'année qui va suivre après, on va être vraiment super copains et tout ça, quoi. On va être. C'est très beau chez toi. J'ai préféré quand même la version de Talia. On les regarde pas, on les évite, on les pose. Mais par contre, on voit qu'elle est au Khadej, encore pleine de bonnes valeurs. Cette année, la nuit blanche, elle s'est arrêtée en fait au milieu parce qu'il y a eu un problème en fait. La police, elle est arrivée. Voilà, la police. Écoute, en fait, la nuit blanche. Tous les ans, elle est venue arrêter tout le SNIF. En fait, tous les ans, il y a la police qui vient, mais en fait, moi, je me rappelle, je sais pas, elle est venue 5 minutes, mais après, elle est repartie. Mais cette année, elle est venue. Il était 3h du matin. Et normalement, la nuit blanche, c'est jusqu'à le matin, c'est jusqu'au matin, quoi. Et ils sont venus, ils ont dit qu'il y a eu plus de 40 appels, 40 plaintes, plus de 40 plaintes, que des gens ils se sont plaints pour le bruit. Fait trop de bruit. Et aussi, je pense qu'ils ont un petit peu raison parce qu'en fait, tout le mois, on a fait que du bruit en fait dans le SNIF. La nuit, on était tout le temps. Vous êtes contentes, les filles, quoi. Non, oui, on a fait tout le mois. Pas du tout, on a eu le même problème en fait. Les voisins, ils entendent rôder chez Koun, ils commencent à pleurer, quoi, les types. Ouais, du coup, ils nous ont virés chez nous. Ils ont dit, si vous partez pas dans 30 minutes, vous payez. Comment ça se réveiller à la fin de l'émission, elle est bien lancée. En fait. Bon, t'as payé, quoi. Non, en fait, c'est tous les shvatim, en fait, comme nous, on est mineurs. Alors, on a eu de la chance que c'est les matrimes qui payent pour nous, parce que nous, on est mineurs. Ah, j'ai compris. Alors, du coup, ils payent en fait, très, c'est ta sœur qui t'a appelé, là, celle qui rigole derrière le studio, et qui a dit « Rentre vite à la maison avant qu'on paye. Dépêche-toi, barre-toi !» En fait, ils payent très cher, en fait. En fait, la police, ils ont dit qu'ils devaient payer 10 000 shekels. Bon, on doit terminer l'émission. On va essayer de ne pas terminer sur cette note, sur combien ça a coûté chez nous aussi, ça s'est arrivé. C'est arrivé l'année dernière, en plein milieu de notre danse avec les drapeaux, du coup. Vraiment, en plein milieu, ils ont arrêté la musique. La police arrive, ils ont tout coincé. Voilà. C'était très frustrant. Elle est malheureuse. Très frustrant, on avait beaucoup préparé. Non, mais comme ça, ça fait un mois que personne ne dort dans le quartier. Non, mais c'est vraiment vrai. Mais comme ça, on se rappelle de notre Daglanou. Voilà, oui. c'est ça. Alors, chers voisins, arrêtez d'embêter les jeunes Disney. S'il vous plaît. Achetez-vous des boules qui des trucs à mettre dans les oreilles, à Tamoz Naïm. Voilà. Et vous arrêtez d'embêter les jeunes. Ils ont quand même des choses à faire. On va devoir bientôt se quitter. En disant au revoir aux 3 jeunes filles, on aurait pu parler encore longtemps parce que là maintenant, ça y est, elles sont lancées, elles ont mis l'histoire. On va remercier les voisins qui ont appelé la police cette année pour les activités. Les mouvements de jeunesse sont quelque chose qui aide énormément les jeunes à se développer, à bien rigoler, à avoir des souvenirs qu'ils vont emporter dans toute leur vie. Ouais. Donc envoyez-les au mouvement de jeunesse, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Et ils empêcheront les voisins de dormir et de devenir des vieux grincheux qui se plaignent toute la journée. Pour les empêcher, faites du bruit. Nous allons encourager les jeunes à continuer à faire du bruit et à faire
tout leur cinéma et leur peinture et se peindre entre eux, ça met de l'ambiance. Merci en tout cas à Talia qui était là, à Tsipora qui était avec nous, à Aurel qui nous a rejoints et à la sœur qui rigolait en coulisses là-bas. Et nous allons rappeler le numéro de la boîte vocale 050 430 80 20 si vous voulez appeler le Studio Qualita ou bien télécharger l'application Studio Qualita sur l'App Store ou le Google Play. Et vous pouvez nous joindre aussi et venir nous visiter sur le www.studioqualita.com. À très bientôt sur Plein l'Ado. On se retrouve pour une prochaine émission. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Plein l'Ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.